Qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on délègue notre pouvoir de décision aux machines? On recommence toujours la même erreur, c'est extraordinaire. À se demander parfois pourquoi l'enseignement de l'histoire est obligatoire. On dit que vous avez prophétisé énormément de choses. C'est ce qui vous a valu aussi votre surnom de prophète de l'Apocalypse. Les grandes conférences de l'Université de Lausanne. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des grandes conférences de l'UNIL qui nous plonge au cœur des sciences. Vous écoutez l'IA générative, un séisme social, culturel et civilisationnel. Dans cette conférence, le philosophe et écrivain Éric Sadin questionne et critique le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Il examine le basculement historique que représente l'essor des IA génératives, celles qui assurent désormais des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives, avec, pour conséquence, les risques profonds qu'elles font peser sur nos capacités humaines fondamentales. Pour reprendre ces mots, c'est une faillite morale collective. La première des questions que nous aurions dû nous poser en fin 2022, c'était celle de nos enfants quand même. Mais papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ? Si des systèmes, sur simple instruction, vont écrire à ma place, vous voyez la gravité ? Une conférence essentielle pour comprendre les enjeux civilisationnels de l'intelligence artificielle, interroger notre avenir commun et surtout rouvrir un débat urgent sur ce qui fait et doit continuer de faire notre humanité. Bonjour mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Je remercie les organisateurs des mystères pour leur invitation. Alors, il est arrivé ce moment où près de 4 ans, disons 3 ans et demi, je vais mettre un chronomètre parce que le temps nous est compté ce matin, comme pour nous tous, mais particulièrement ce matin. Il est arrivé ce moment où, donc entre 3 ans et demi après l'avènement des IA génératives dont a parlé brièvement Amanda, où nous sommes mis face aux grandes conséquences. Et j'en cite quelques-unes parmi de nombreuses. Depuis quelques mois, probablement avez-vous entendu parler de ce concept qui nous est venu de la Silicon Valley, de Jobs Apocalypse, c'est-à-dire de licenciement de métiers à haute compétence cognitive, j'y reviendrai. Pas un jour parmi des conséquences auxquelles nous sommes confrontés de plus en plus, sans que nous viennent des témoignages de professeurs totalement désorientés, lamentés, livrés à eux-mêmes, qui ne savent même plus quel est le sens de leur mission et qu'on a livré à eux-mêmes. Sont de plus en plus documentés également les phénomènes de dépendance émotionnelle vécus par des foules de jeunes, mais aussi d'adultes, à l'égard de systèmes desquels ils attendent la vérité en toute chose et qui les éloignent d'autrui et notamment des parents pour attendre des sortes de guides de l'action pour leur vie. Nous savons que sur les plateformes de streaming musical telles Spotify, alors les derniers chiffres c'était 32%, maintenant on n'est pas loin des 50%, des morceaux quotidiennement postés émanent de systèmes d'IA génératifs qui mettent en danger toute l'industrie musicale et notamment les compositeurs qui déjà sont, pour le grand nombre d'entre eux, dans des conditions de travail et de création très précaires. Et pour terminer, comment ne pas souligner cette folie pure et simple, parce que c'est une folie pure et simple, de construction, de lancer dans une course toujours plus folle, de gigafactory, de data center, où les États rivalisent d'investissement dans la construction de data centers, ou les entreprises qui vont finir par brûler la planète, définitivement. Alors j'ai un retour, je ne sais pas si à la régie on peut le... Moi c'est compliqué, il est très fort le retour, merci. Ce sont là parmi certaines des conséquences sur lesquelles nous allons revenir, parmi d'autres qui pourraient d'ores et déjà être égrenées sur de longues lignes. Et tout cela est évidemment d'une extrême... Merci, c'est mieux. Tout cela, comme quoi quand on n'est pas content d'une situation, il faut le signaler. Ce que je fais ce matin avec vous, à double titre donc. Tout cela est d'une extrême gravité et ce n'est que le début. Et malheureusement, ce n'est que le début et ça ne va le faire que s'aggraver. Alors,
vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, quand je dis vous aurez remarqué, ça s'impose à nous, ça s'impose à notre environnement informationnel, que nous ne cessons de parler d'intelligence artificielle. C'est tous les jours. Pas un jour sans qu'on ouvre un journal, on allume une radio, une chaîne d'information, sans qu'on entende parler d'enjeux en rapport avec l'intelligence artificielle. Dernièrement, Amanda en a parlé, l'encyclique du pape. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de confusion à divers titres, mais au premier chef, relativement sur ce dont on parle. Et l'exigence méthodologique élémentaire appelle de distinguer deux types de dites intelligence artificielle. Des termes qui pourraient être remis en cause, mais ce n'est pas l'enjeu du jour. C'est une chose que j'avais fait dans un ouvrage qui est paru en 2018, mais ce n'est pas l'enjeu du jour. Un type d'intelligence artificielle qui est à l'œuvre depuis massivement depuis le tournant des années 2010, et puis un autre type qui va représenter le cœur de ma présentation aujourd'hui avec vous. Le premier, c'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle dans sa dimension cognitive et organisationnelle. Je m'explique en quelques mots parce que, une fois encore, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en faisant beaucoup de confusion, et puis souvent en ne sachant pas de quoi on parle. Il y a des gens qui disent il en faut, d'autres qui disent attention, il en faut moins, mais de quoi parle-t-on? Alors les définitions, c'est important. Pour ma part, j'avais fait l'effort, je m'étais attelé à donner une définition dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelait L'intelligence artificielle, l'enjeu du siècle, qui était paru en 2018, sous-titre déjà Anatomie d'un anti-humanisme radical. Et il me semble que cette définition n'a pas pris une ride. Et ces systèmes cognitifs et organisationnels, ce sont principalement des puissances d'interprétation de situations d'ordre divers, mais aussi qui envoient des signaux en retour. Alors je m'explique parce que souvent ça peut paraître abstrait cela. L'application Waze que pratiquement tout le monde utilise, rachetée par Google à une société israélienne à la fin des années 2000, qu'est-ce qu'elle fait? Elle interprète, vous voyez, cette puissance d'interprétation de situations, en tout cas Waze, qui interprète l'état du trafic, en récoltant monceaux d'informations que nul être humain ne pourrait récolter selon de tels volumes et à de telles vitesses. Et elle donne un résultat d'interprétation qui est presque comme une révélation à notre conscience, des résultats que nous ne savions pas, et qui dit par exemple le meilleur itinéraire entre Lausanne et Zurich est celui-ci, mais pas seulement. Le système, et tout est à l'unisson, toute quantité d'autres systèmes. C'est ça qui caractérise l'intelligence artificielle, cette puissance d'interprétation, mais aussi d'envoyer des signaux et de suggérer d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Alors là, c'est de façon suggestive, ça nous conseille, on fait a priori ce qu'on veut, mais en général, on répond à la recommandation, en général, en vue de la plus grande optimisation, et sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que c'est la première fois dans l'histoire de la technologie et de l'histoire de l'humanité que des systèmes, des technologies, nous conseillent, nous proscrivent parfois, nous recommandent d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. C'est ce que j'ai appelé le tournant injonctif de la technologie, et généralement en vue de deux visées, instaurer ce que j'avais appelé une marchandisation intégrale de la vie, c'est-à-dire des systèmes qui interprètent nos comportements et qui continuellement nous disent acheter tel service ou tel produit qui correspond exactement à nos profils, ou dans le cadre des secteurs collectifs, d'engager des modes d'organisation les plus optimisés, c'est-à-dire essayant d'évacuer la plus grande perte et de tendre vers le plus grand gain. Donc ça, c'est la dimension cognitive et organisationnelle. Cognitive, ça veut dire ça interprète, et ça organise de plus en plus quantité de secteurs de nos vies individuelles et collectives. Ça, c'est exactement, excusez-moi de me parler de ma bibliographie en quelques secondes, ce que j'avais analysé en 2018 dans cet ouvrage. Si cette dimension continue plus que jamais, depuis donc la fin 2022, s'est agrégé un autre embranchement auquel on aurait pu donner un autre nom, parce qu'en réalité, c'est des systèmes qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux, mais peu importe. N'entrons pas trop dans des détails techniques, bien que je signale nous aurions pu les distinguer. Donc, parce que distinguer, c'est quand même mieux comprendre les choses, d'un point de vue méthodologique. Je suppose que vous me suivrez sur cette brève remarque, particulièrement dans le cadre d'une université.
Et donc, depuis fin 2022, s'est agrégé un autre embranchement, appelons-la de la dite intelligence artificielle, que j'ai intitulé, en tous les cas, il est important de donner un concept au phénomène pour bien saisir à quoi nous avons affaire, le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle, qui est le sous-titre de mon dernier livre, Le désert de nous-mêmes, qui est paru en octobre. Et qu'est-ce que ça veut dire, le tournant intellectuel et créatif? Ça veut dire, je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon que de l'énoncer littéralement pour saisir la portée, et même c'est presque cristallin de l'énoncer littéralement, c'est-à-dire qu'il est dorénavant dévolu à des systèmes, il faut bien entendre ce qu'on dit là, hein, des facultés qui jusque-là, il est dévolu, excusez-moi, il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui jusque-là mobilisaient, quand je dis jusque-là depuis la nuit des temps, mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Et ce, dans un processus, parce qu'il faut le voir à l'intérieur d'une dynamique, dans un processus où de plus en plus, hélas, nos facultés intellectuelles et créatives, qui constituent le cœur de notre humanité, de ce qui nous constitue en propre, vont être déléguées à des systèmes. Alors, si on doit faire le distinguo pour diverses raisons, on doit aussi le faire parce qu'il me semble que si dans la dimension cognitive et organisationnelle, on peut faire le tri, il y a des choses qui peuvent être bienvenues, hein, par exemple, dans l'aérodynamisme, il y a des systèmes dans l'aéronautique, pour affiner l'aérodynamisme des ailes, il y a des systèmes qui peuvent être très bienvenus. Il y a plusieurs exemples qu'il faut voir au cas par cas. Concernant les IA génératives, j'affirme catégoriquement, mesdames et messieurs, que c'est indéfendable de part en part. Et là, je vais m'expliquer pour quelle raison. Je le redis bien, indéfendable de part en part. C'est pour ça que vous comprenez qu'il faut faire la distinction. Parce que quand on parle d'IA, mais là, et puis il y a là. Donc de quoi parlons-nous? À quoi nous confrontons-nous dans le cadre du débat et dans le cadre de ce que nous voudrions, s'il est encore possible, décider ensemble. Donc les trois grandes conséquences, que je vais essayer de faire brève, vu le temps imparti, concernant les trois grandes conséquences extrêmement dommageables entraînées par les IA génératives, elles portent sur trois grands domaines de la vie. Premièrement, le langage. Deuxièmement, la représentation, l'image, et troisièmement, ce domaine crucial de nos existences, qui est le travail. Et donc, je vais revenir brièvement sur chacun de ces domaines et comment ça crée des bouleversements qui risquent de nous emmener à des situations extrêmement appauvries et parfois périlleuses. Vous vous souvenez peut-être, mesdames et messieurs, que lors de l'avènement en tous les cas du lancement de ChatGPT dans sa version publique 3,5 30 novembre 2022, fin 2022, la réaction de foule de millions d'individus ont été de dire, et à juste titre, c'est très bluffant ce système, ça crée une sorte de situation, de sidération mondiale, vous vous en souvenez peut-être, des systèmes qui sur simple instruction produisent du texte. C'était quand même extrêmement bluffant, hein, extrêmement bluffant. Et ces mêmes foules disaient, mais il faudrait davantage de développement technologique, hein, pour que ça s'apparente à du langage parfaitement humain. C'était un peu ça le discours qui était tenu, si vous vous en souvenez. Mais elle est là, notre grande erreur, notre immense erreur, qui va nous emmener à l'appauvrissement total de notre droit à l'énonciation individuelle et subjective. Parce qu'avant de sauter sur ces machines à écrire, nous aurions dû voir comment ça fonctionne. Nous aurions dû voir à quoi nous avions affaire. Or, nous avons fait preuve d'une sorte d'infantilisation collective, pour un très grand nombre, pas pour tout le monde. Et nous aurions dû voir. Alors, je vais dire les choses en quelques mots. Ça, c'est un effort que j'avais fait tout de suite, parce qu'il fallait voir comment ça fonctionnait, pour comprendre à quoi nous nous confrontions. C'est très important, quand même. Alors, nous savons peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a des systèmes qui sont conçus pour aller, en tout cas, c'était le cas à l'époque, ça se passe un peu autrement aujourd'hui, mais faisons les choses rapidement, pour aller moissonner la totalité
des corpus numérisés existants, des corpus existants depuis la nuit des temps, mais qui sont numérisés. On parlait du pape, la Bible, les corpus, les fonds de bibliothèque, de journaux, les articles de journaux du monde entier, existants tant qu'ils sont archivés numériquement, des bases de données Internet, les réseaux sociaux. En vue de quoi? En vue que d'autres systèmes prennent le relais pour les analyser dans la perspective d'en tirer des lois sémantiques. Et cela en opérant par, et je vais revenir sur ça dans quelques instants, analyse statistique, équations mathématiques et schémas logiques. Et ce que produisent ces trois dimensions, statistiques, équations mathématiques, c'est-à-dire les algorithmes et des schémas logiques, le processus est fondé sur un principe cardinal. Et ça, c'est très important, pour comprendre à quoi on a affaire. Cet effort pédagogique, nous aurions dû le faire tous dès le départ. Il s'est fondé sur un principe cardinal, c'est celui de la corrélation probabiliste. C'est-à-dire, s'il y a un terme, par exemple on dit voiture, au vu des statistiques, ce dont on parlait tout à l'heure, et au vu de la proximité statistique, c'est-à-dire quand il y a voiture, les termes volant, carrosserie, fauteuil, etc., toute une série de termes ne sont pas très loin. Donc au vu des occurrences statistiques, plus il y a de termes, plus il y aura le terme B. Le terme C sera encore plus compliqué, donc les équations sont affinées pour que, au vu des occurrences passées, à chaque fois, ce soit quoi qui apparaisse, des formules ayant déjà eu lieu. C'est-à-dire, on dit que c'est du génératif, mais c'est du reproductif. Mais ça, nous, on est incapable de le voir. C'est-à-dire qu'a lieu ce qui a toujours eu lieu. Donc, en langage informatique, enfin langage, façon de parler, jargon informatique, on appelle ça le régime de la conformité. Vous comprendrez bien qu'on va en profiter et dire qu'on est exactement dans le régime du conformisme. Le conformisme, c'est-à-dire un langage mathématisé, schématisé, qui ne fait que reproduire des choses existantes. Donc, ce qu'on dit là, c'est à l'opposé absolu, mais absolu, de la façon dont nous jouons, dont nous usons, dont nous inventons avec le langage qui est le lieu de la rencontre entre chaque individu et le legs commun. Le legs commun, ce sont la langue, notre langue, les grands auteurs, les grandes paroles, et qui veut que dans la vie, dans la vie, il y a un moment, dans l'enfance, où il y a l'apprentissage de cela, il y a l'apprentissage des règles de l'orthographe, de la grammaire, des grands textes, et puis il y a un moment, une sorte de télescopage absolument magique, miraculeux, où s'opère un lien entre chaque individu et le legs commun par apprentissage, par compréhension, par découverte des grandes paroles de la littérature ou des auteurs du legs universel, et qui fait qu'à un moment, on parle en première personne, en parlant son nom, dans une société plurielle où chacun parle de façon subjective. Et puis il y a un âge pour cela, où c'est affirmé qu'on parle en première personne. C'est la majorité, l'âge juridique où la parole nous engage. On parle dans une pleine liberté. Mais ce n'est pas seulement cela, mesdames et messieurs. C'est que quand on parle, la façon dont nous parlons, c'est fondé sur nos idées. C'est-à-dire tout le langage est fondé sur nos idées. Et qu'est-ce qui caractérise nos idées? Il faut lire Paul Valéry pour cela, le grand Paul Valéry. C'est que nos idées, c'est une série d'associations. On pense à une chose, à une autre chose, et chacun fait des mêmes séries d'idées, d'associations. Personne ne fait des séries d'associations identiques. Personne. Pain, montagne, il faut que je me fasse ça, tiens, je vais peut-être répéter. Personne. Et donc, chaque parole dépend non pas du principe de la corrélation, notre rapport au langage, mais du principe de l'association. Mais je termine avec une dernière chose sur ça, pour en rajouter sur l'exception du rapport que nous avons au langage, sur l'exception miraculeuse que nous avons au langage. C'est-à-dire que le mot suivant, là, que je vais dire dans 2, 3, 4 secondes, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que vous allez dire dans 5 secondes? Personne ne sait. Et pourquoi? Et même quand nous écrivons, on sait à peu près, on a une idée, mais il y a un moment, ce n'était pas prévu. Et pourquoi? Parce que nous n'entretenons pas un rapport au langage d'un point de vue probabiliste, mais indéterministe.
C'est-à-dire une sorte de nouveauté, d'inventivité permanente. Elle est là, la liberté et la créativité humaine. Et donc, mesdames et messieurs, d'un côté, il va y avoir ce langage mathématisé, schématisé, reproductif, que j'appelle le langage de la mort. Le titre de la première partie de mon dernier ouvrage s'appelle le Thanatologos, la mort, Thanatos, la mort, logos, la mort du langage, parce qu'il y a quelque chose dépourvu de tout ce souffle vital et fondé sur voilà, on l'a dit, la probabilité, le conformisme. Et puis, d'un autre côté, notre langage, vecteur de liberté, d'affirmation de la singularité et de conditions du politique. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à chacun de dire, de mettre du distinguo, de mettre de la nuance. On pense ça, oui, moi je pense un peu autrement. Hein, c'est ça une société plurielle, fondée sur le principe de la contradiction et la nécessité de devoir composer, soit après contradiction, par des accords. Et quand je dis se prononcer en première personne, je vous donne quelques exemples, malgré le temps qui file, mesdames et messieurs, du fait que, en février dernier, j'ai lu dans Le Monde que à l'occasion des campagnes municipales en France, des candidats ou des maires affirmaient, avouaient, probablement pas tous, mais un certain nombre, il faut oser quand même, hein, ils avouaient utiliser ChatGPT pour ou structurer leur discours et même pour l'écrire. Alors évidemment, moi quand je suis en colère, tout de suite j'écris une tribune. Donc j'ai appelé ça la technologie ventriloque, j'ai oublié le titre, qui est paru dans le Figaro, en Italie et bientôt dans El País. C'est-à-dire que dorénavant, des systèmes vont ventriloquer dans le corps des élus, tireront totalement le pacte politique fondé sur la confiance, une parole libre à l'égard d'un public qui est appelé à se déterminer, qui accepte ou non, qui peut contredire, avec le fait très pernicieux, si on croit que c'est juste neutre, qu'à chaque fois ça s'adapte. On peut demander au système de s'adapter. Par exemple, je m'adapte à vous. Je demande au système d'adapter un discours à des tranches d'âge, à des couches sociologiques. Vous voyez ce que j'ai appelé dans ma tribune un démagogisme algorithmique. Donc il fallait voir où tout cela nous a emmenés. Et je pense que plutôt que de nous être jetés à pieds joints sur ces systèmes, voyez-vous, mesdames et messieurs, parce que l'humanité est tombée très très bas pour utiliser des systèmes pour écrire à notre place. Moi, ce que je pense, excusez-moi d'être catégorique, mais je n'ai pas le choix que de le dire, la première des questions que nous aurions dû nous poser en fin 2022, plutôt que de nous réjouir de cela, de nous défaire de l'effort d'écrire, mon Dieu, c'était celle de nos enfants quand même. C'était la première des questions qu'on aurait dû nous poser. Hein. C'est-à-dire que déjà, et encore plus dans 1 ou 2 ans, vous nous dire, mais papa, maman, pourquoi je vais à l'école, moi ? Pourquoi j'ai besoin d'aller à l'école ? Pourquoi je me lève à 7h du matin pour aller à l'école si des systèmes, sur simple instruction, vont écrire à ma place ? Pourquoi j'apprends les grands textes ? Pourquoi je fais l'effort d'écrire, de construire ma pensée ? Vous voyez la gravité ? Et là, il y a une faillite morale collective. Et je regrette que le pape Léon XIV, dans son encyclique, n'ait pas été beaucoup plus catégorique sur la question cruciale, c'est le cas de le dire, cruciale, de l'école, et évidemment, puisque je suis un peu en colère, je vais y revenir dans une tribune que je travaille actuellement. Concernant le langage, avant de venir rapidement à la représentation au travail, ce ne sont pas seulement des machines qui produisent du pseudotexte, ce langage de la mort, ce sont aussi des systèmes avec lesquels nous dialoguons et qui, de plus en plus, sont appelés à nous délivrer la vérité en toute chose, donc qui vont éloigner de plus en plus autrui dans notre environnement quotidien. Par exemple, je donne le cas d'enfants qui habituellement, lors d'un dîner, disent au papa, maman, la Lune est à combien de kilomètres ? Bon, le père, la mère ne sont pas obtenus de savoir exactement à combien de kilomètres est la Lune. Et puis, il va dans sa chambre, il va d'interroger ChatGPT. Donc, il a plus confiance à terme au système qu'en ses parents. Puis, tout est à l'avenant. Donc, c'est l'évacuation d'autrui à laquelle nous sommes, qui pointe. Et ça, je pense que c'est un phénomène majeur de notre contemporanéité, et notamment entraîné par les IA génératives. J'y reviendrai concernant la question du travail. Et évidemment, ça induit ces systèmes, particulièrement concernant des foules d'adolescents, des phénomènes de dépendance émotionnelle d'une extrême gravité, où l'on a vu des plateformes de coaching psychologique sans aucune compétence médicale ni psychiatrique présenter leurs services. Alors quand on parle de régulation, il est où là, le législateur ? Il est nulle part. Alors nous savons que ces systèmes ne produisent pas seulement sur des simples prompts, des instructions de notre part, du langage ou du pseudo-langage, mais aussi des images ou des vidéos.
Alors vous vous souvenez, mesdames et messieurs, qu'il y a 2-3 ans, les images fabriquées, on pouvait les distinguer. Hein. Par exemple, l'image du pape François avec sa doudoune, c'était grossier, où il y avait des images fabriquées avec des personnages. Puis il y avait une esthétique très particulière, très marquée en tout cas, très identifiée, hein, un peu science-fiction datée, puis des personnes avec 6 doigts, etc. Bon, bref, tout le monde comprend bien ce que je dis là. Il y a 1 an et demi, ça devenait un peu plus réaliste. Il y a quelques mois, ça devenait un peu plus compliqué. Chaque jour, ça devient plus compliqué. Dans 2 ans, c'est terminé. Hein. Dans 1 ou 2 ans, on n'y verra plus rien. On entrera dans ce que j'appelle l'ère de l'indistinction généralisée. Et ça, c'est très grave parce que la société, ce ne sont pas que des principes communs, ce sont aussi des référents communs. C'est-à-dire quand on parle, quand on évoque quelque chose ou quand on montre quelque chose, on a besoin de comprendre à peu près la même chose pour se déterminer, être d'accord ou en désaccord. Or, cette indistinction généralisée va entraîner une suspicion encore accrue, comme si la société avait besoin de ça, une psychiatrisation sans cesse croissante de la société, mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que je crois que nous ne sommes plus exactement dans l'ère de la post-vérité, mais dans ce que j'appelle dans mon dernier bouquin l'ère de l'image fantasmatique. Alors qu'est-ce que c'est l'image fantasmatique? C'est-à-dire qu'il est mis entre les mains de milliards d'individus des systèmes rendant possible de produire des images qui répondent à nos moindres souhaits, parfois à notre moindre lubie, à n'importe quelle de nos lubies, pardon, ou à n'importe quelle de nos folies, et qui vont évidemment induire, comment ne pas le voir, des jeux de manipulation envers autrui. Je vous donne un exemple concret qu'on pourrait d'ores et déjà voir. Une personne qui a un problème avec un voisin, eh bien, qui génère l'image de ce voisin frappant une voisine, une vieille dame par exemple, un exemple qui est éloquent, et puis qui pose ça sur Internet. Vous voyez, c'est des jeux de manipulation. Hein, ça, c'est mis entre les mains de milliards d'individus. Alors depuis 3 ans, on ne fait rien. Là, il semblerait que l'Union européenne veuille mettre des tatouages. C'est très tard parce qu'il y a toujours des procédés de détournement. Et là, il y a un vecteur parmi tant d'autres, quand je disais que c'est indéfendable de part en part, où à la fois la société ne s'est pas saisie au bon moment de ces questions cruciales, et puis, comment ne pas voir qu'il y a un processus croissant où nous allons tous être dans des états de défiance généralisée, et ça, comment ne pas saisir que ce n'est évidemment pas une bonne chose si on veut continuer de vivre en société, et en sachant aussi qu'évidemment on peut dupliquer les voix d'autrui. Et puis évidemment, il y a les questions, si on parle d'image très rapidement, je crois que Mathias voulait en parler tout à l'heure, les questions de la culture. C'est-à-dire, dès lors que des systèmes produisent sur des simples prompts des images, mais aussi des textes, c'est toute l'économie du livre, c'est l'économie de l'image, c'est les traducteurs qui sont mis en danger dans le plus grand cynisme sans que personne ne se saisisse de ces questions, les compositeurs, on en a parlé, les maquilleurs dans le cinéma, les décorateurs. Hier, je dînais avec un ami de l'ECAL, ancien étudiant de l'EPFL, les architectes, les designers, les photographes, les illustrateurs, les graphistes, dans un cynisme total, on les laisse à l'abandon. Et en général, des métiers qui sont dans la plus grande précarité et souvent œuvraient dans des formes d'indépendance. Pense-t-on, moi qui étais professeur invité pendant des années à l'ECAL ici, pense-t-on à tous les étudiants en école d'art, de cinéma, de photographie du monde entier, qui sont en première année, par exemple, en 2025-2026, ou en 2026-2027, qui dans 3-4 ans vont se retrouver sur le carreau. Mais on n'y pense pas à cela. On n'y pense pas. Et puis, c'est pas seulement ça. Quand je parlais d'évacuation de l'altérité, c'est aussi que de plus en plus des personnes vont demander à des systèmes de faire leur propre série, faire leur propre dessin animé. À notre enfant de 4-5 ans, on voudrait lui montrer Walt Disney. Il dit non, je veux ma petite série. Ma copine m'a dit que ses parents lui ont fait sa petite série. Donc tu veux quoi? Tu veux le lac de Genève, le lac Léman? Tu veux un pan? Tu veux un prince charmant, une princesse? Quelle couleur des cheveux? Ah oui, et puis elle a vu sa petite série qui convient, vous voyez. Au lieu de découvrir l'altérité, c'est moi. Hein. Vous voyez, la régression culturelle et civilisationnelle, le repli sur soi. Je vais aller vite parce que le temps... Non, ça va. Vous riez, mesdames et messieurs, mais là, vous n'allez pas rire. Parce que l'affaire était grave, mais là, elle est autrement grave. Elle est aussi grave, mais parce que là, c'est immédiatement nous tous. C'est la question du travail. Alors, vous avez peut-être remarqué
qu'il y a beaucoup de débats. D'ailleurs, on invite tout le monde et n'importe qui, mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Des spécialistes à la dernière heure de l'IA ou des gens qui sont jugés partis, qui vendent leurs trucs et puis disent que ça, c'est formidable, mais ça n'étonne personne. Bon. Vous avez remarqué que dans les débats, il y a, vous savez, dans la ponctuation, il y a plusieurs signes, et puis il y a le point d'interrogation qui fait partie de notre registre de la ponctuation. La mode est à IA menace pour l'emploi. Déjà, on devrait mettre IA générative, mais bon, peu importe. On en demande trop. Hein. Donc, IA, menace pour l'emploi, point d'interrogation. Mais si on veut sérieux, arrêtons avec ce point d'interrogation. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'est une certitude. Et depuis le premier jour, Amanda, on l'avait vu ça. Quand je dis on, c'est un nous royal. Nous aurions dû le voir. Et je vais m'expliquer en quelques mots. C'est écrit. Arrêtons de faire des débats. Il s'agit de se mobiliser. On va arrêter de faire la parlotte avec des gens qui vendent leur sauce en plus. Parce qu'il y a un immense problème d'expertise avec l'IA, d'expertisation, un immense problème. On invite des gens qui, quand même, on les écoute presque à genoux, les gens de la tech, on dit « expliquez-nous la civilisation qui vient ». Mais c'est à eux de nous expliquer la civilisation qui vient, alors qu'ils nous vendent leurs produits. Mais on demande à M. Marlboro de nous expliquer le monde magnifique de la consommation de cigarettes. Les spécialistes de la cigarette, ce n'est pas M. Marlboro qui n'existe pas, hein. C'est les cancérologues, ils sont dans les hôpitaux, les spécialistes de la cigarette. Eh ben c'est pareil, les spécialistes du travail, ils sont dans le monde du travail, voyez-vous. Ce que j'ai fait avec le contre-sommet qu'Amanda m'a fait l'amitié de citer. On a invité des gens qui subissent les conséquences dans le monde de l'administration publique, dans le monde du travail, dans le monde de la culture, alors qu'en face, ils chantaient des merveilleux lendemains à venir, hein, des ouvertures de data centers, et encore plus, et puis toujours sans aucun argument, ça va être génial. Demain, ça va être formidable, maman. Donc pourquoi il n'y a pas de point d'interrogation? Et pourquoi c'est surtout pourquoi on le met. Je vais vous expliquer en quelques mots. Pourquoi on continue plutôt, si on veut être précis, pourquoi nous continuons de mettre ce satané point d'interrogation? Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien parce que nos représentations, que j'ai représentations collectives, le monde politique, le monde économique, le monde universitaire, mais aussi la représentation de la plupart d'entre nous, sont fondées sur le dogme, le concept. C'est devenu après un dogme, mais à juste titre, jusqu'à aujourd'hui, le concept schumpeterien de la destruction créatrice, de Joseph Schumpeter. Je suppose que tout le monde connaît cela. Je vais m'expliquer en quelques mots pour comprendre que ce point d'interrogation n'a rien à y faire. Et qu'est-ce qu'il a théorisé, l'économiste et philosophe Joseph Schumpeter, à la fin des années 30? Ça a été visionnaire et lumineux. Là, c'était vraiment une analyse. Hein. Ce n'était pas demain, ça va être génial. C'est une analyse structurelle. Il avait analysé le fait que certains types de développement technologique entraînaient des destructions d'emplois, mais, tout est dans le mais pour voir des reversements vers des métiers nouvellement créés. Et il se trouve que c'était principalement de services. Il a dit ça au cours des années 30. Des reversements ou des mises à la retraite anticipées, mais qui avaient un mouvement mécanique, organique, pas toujours mécanique, mais en gros, c'était une tendance. Et puis, il se trouve que Schumpeter a eu raison. Ça s'est vérifié, particulièrement au cours des années 50, 60, et encore plus au tournant des années 80, où il y a eu la robotisation des usines ou des usines automobiles, par exemple. On a vu la robotisation des chaînes de montage, et qui a vu, mais là, c'était pour des métiers à haute pénibilité, donc on peut dire que c'était pour la bonne cause, des destructions d'emplois, et pour voir des reversements vers des métiers du secteur tertiaire, à telle enseigne qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, entre 70% et 80% des métiers ressortent au secteur tertiaire. Mais qu'est-ce qui caractérise, mesdames et messieurs, les métiers du secteur tertiaire? Qu'est-ce qui les caractérise? Pour la plupart d'entre eux, c'est qu'ils mobilisent, d'où l'importance des concepts, ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives, pour la plupart d'entre eux, la plupart. Or, voilà des systèmes qui, à vitesse infiniment supérieure à nos capacités cognitives, de façon prétendument, il faut toujours insister sur l'adverbe, prétendument plus fiable, et à terme, à moindre coût, vont assurer la quasi-totalité de ces tâches. Mais comment ne pas voir l'ouragan qui vient, mais dès le début? Vous voyez, il faut être naïf. Mais pourquoi? Parce que la doxa prévaut. Et je vous donne un exemple. Philippe Aghion, prix pas Nobel, mais c'est la Banque de Suède, donc ce n'est pas un prix Nobel, qui est un schumpeterien, il a été décerné du prix Nobel. J'ai dîné avec lui l'année dernière, et puis il commence à comprendre qu'il s'est trompé, mais il ne le dit pas trop, à tel point qu'il refuse de débattre avec moi en public. Mais peu importe. Hein. Voilà, je l'ai dit là, c'est pas que c'est en vidéo.
il ne peut pas nier puisqu'on a des témoins. Mais on lui donne le prix Nobel, parce qu'on veut croire que c'est encore Schumpeter. Et puis, si on veut des exemples, il y a Sam Altman, le patron, le cofondateur d'OpenAI, qui, le 30 novembre 23 et pas 22, lors d'une keynote, devant des adorateurs qui disaient, alors on a été bon en 2022, amazing, extraordinaire, amazing, très bien, enfin très bien, bon, on appelons ça les idiots utiles, et il a dit, mais calmez-vous, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui vient. Ce qui vient, c'est les super assistants dans tous les champs de la vie. Hein. C'est-à-dire, vous avez un problème juridique, vous n'allez plus voir un cabinet d'avocats, vous demandez à votre super assistant. Vous avez un problème médical, vous demandez à votre super assistant. Vous achetez un terrain, que vous allez voir un architecte qui va vous embêter, vous prendre, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de francs. Hein. Et cela, à terme, pour de très nombreux champs de secteurs tertiaires. Et puis, en plus, nous sommes au moment de l'intensification et la sophistication des agents IA, dont vous avez probablement entendu parler, c'est-à-dire là qui sont tournants intellectuels et créatifs, mais aussi cognitifs et organisationnels, mais d'un point de vue autonome. Hein, c'est-à-dire on leur livre des instructions de tâches et ils organisent quantité de choses. C'est-à-dire le métier de secrétariat, à terme. Donc on voit bien cela. On a parlé au début de Jobs Apocalypse, il y a une étude en France de la COFAS, mais il y a des études dans le monde entier, ce qui commence à le confirmer, hein, dans quantité de métiers, par exemple Meta, Amazon, les programmeurs sont en danger, etc. Donc ça y est, le mouvement commence à apparaître, donc on se réveille 4 ans plus tard, c'est peut-être le délai d'inertie qui frappe toujours les sociétés, donc les licenciements commencent à être à l'œuvre, mais il y a un phénomène, pas plus grave, mais autre, mais beaucoup plus sournois. Et là aussi qui devrait nous interpeller, mesdames et messieurs, c'est des moindres embauches. Et ça, c'est pas quantifiable. Quand des entreprises licencient, il y a des chiffres. Quand des entreprises n'embauchent pas, c'est moins, c'est pas déclaratif. Mais oui, mais ça regarde qui, les moindres embauches, mesdames et messieurs? Ça regarde qui? Ça regarde les jeunes. Donc on parlait des étudiants tout à l'heure d'école d'art. Est-ce que vous voyez les foules d'étudiants aujourd'hui qui sont donc pour faire des métiers, d'ailleurs la plupart comprennent qu'il y a le feu au lac, que la maison brûle plutôt, et qui vont vers des métiers manuels. Hein. Les plus smart, ils comprennent, là, ils opèrent un virage. J'entends plein de gens dire « moi j'arrête parce que je vois… » Et vous voyez ces foules de jeunes qui vont être sur le carreau. Est-ce que vous voyez la détresse qui va amplifier chez des foules de jeunes, une fois encore, parce qu'on ne s'est pas saisi du taureau par les cornes, on a préféré, vous voyez, le sucre, qui va le sucre, excès de sucre, c'est le diabète, hein, qui va conduire à la nécrose de nos esprits et de nos corps. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les métiers dont on parle, c'est pas n'importe quel métier, parce que tout métier a une valeur, a un honneur du métier. Mais tout à l'heure, par exemple, la robotisation des entreprises, je l'ai dit, nous avons dit, c'était des métiers à haute pénibilité. Là, ce sont des métiers, et donc on peut dire c'est à peu près pour la bonne cause. Là, ce sont des métiers qui, pour la plupart, ont requis des longues et coûteuses études, mais aussi produisent ces métiers souvent du plaisir à la tâche, je pense médecin, journaliste, avocat, de la reconnaissance sociale, et donc, par une sorte de cynisme ou d'indifférence ou de mépris, vont être balayés, ou alors les métiers de la culture, par traducteurs littéraires. Alors, on leur coupe leur tête à ces figures tellement voilà, frappées d'une noblesse dans la société. L'humain comme une simple variable. Donc c'est l'homo faber, tel que théorisé par Hannah Arendt, c'est-à-dire le travail dans ce qu'il a de plus épanouissant, de plus grand, qui est d'ores et déjà mis en péril, mais c'est aussi autre chose. Quand on parlait de société, des principes communs, la société, ce sont aussi une infinité de liens d'interdépendance. Parce que là, on parle de vision du monde. Quelle est la vision du monde qui est à l'œuvre? C'est une infinité de liens d'interdépendance. On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin qu'on a une difficulté, de voir un avocat, un médecin, tous besoin d'un professeur, on est dans une université, une infinité de liens d'interdépendance. Or, ce que ces systèmes à terme vont entraîner, c'est ce que j'appelle un isolement collectif. C'est-à-dire nous, avec nos systèmes, qui en plus, on l'a vu pour les maires ou les candidats, sont des systèmes à manipuler les consciences. Des systèmes qui peuvent être utilisés par des clans idéologiques ou des partis politiques. Et puis, pour annoncer une courbe du travail, vous savez, puisqu'il faut que la courbe ne s'arrête jamais,
que Elon Musk, pour son usine, une de ses usines automobiles Tesla, veut la transformer en usine d'humanoïdes, qui sont de plus en plus, vous avez peut-être vu des démos en Chine, de plus en plus dotés de capacités kinesthésistes variées, extrêmement habiles. Donc vous voyez bien que la grande question philosophique, existentielle, civilisationnelle, anthropologique qui va s'imposer à nous, c'est au moment, et c'est là où on fait le lien entre les deux types d'intelligence artificielle, cognitive et organisationnelle, et intellectuelle et créative, au moment où des systèmes vont de plus en plus organiser le cours des affaires humaines et qu'on nous allons de plus en plus déléguer nos facultés intellectuelles et créatives, la grande question qui se pose à nous, c'est quoi notre rôle sur Terre, quoi ? Qu'est-ce qui va nous revenir ? On va être réduit à des coquilles vides et des êtres amorphes. C'est ça le projet de société sur lequel on reste les mains croisées et on profite sans compter de ces systèmes. C'est ce que j'appelle l'an-humanité, c'est-à-dire une humanité de laquelle nous allons être de plus en plus exclus du cours des choses. Donc, je termine en 1 minute, Amanda. Je ne parle pas de régulation sur lesquelles on se fait beaucoup d'illusions, ni ce que j'appelle le fondamentalisme de l'IA, parce que si nous en sommes arrivés entre ce décalage des faits et puis nos représentations qui continuent de croire que malgré tout, il faut aller vers ce monde des IA génératives, c'est qu'il y a une doxa extrêmement compacte, puissante, des voix qui portent fort, notamment des entrepreneurs de la tech qui ont des arguments de séduction, etc. Et il ne faut pas être naïf, c'est pour ça que nous tenions à monter ce contre-sommet et faire remonter des discours, des réalités vécues en vue de rendre la société davantage transparente à elle-même. Alors je vais vous donner un dernier exemple avant de terminer. Vous voyez, je plie mes feuilles, ça veut dire que c'est vraiment terminé. J'ai décrit une perspective sombre, mais j'ai reçu un mail il y a un mois absolument extraordinaire de lycéens de Poitiers, de terminale du lycée Victor Hugo, dans la spécialité activités culturelles et artistiques, qui me disaient « Monsieur Sadin, on ne veut pas être mangé par ces machines, on veut être écrivain, on veut être chorégraphe, on veut faire du théâtre, on veut faire de la musique, on veut pas. On a décidé de dire non, de monter un comité, d'associer d'autres personnes. Soyez avec nous. » Ils ont terminé. La jeunesse est derrière vous, Monsieur Sadin. C'est beau. Ça donne de l'espoir. Parce que, voyez-vous, ce que je crois, c'est que le pape Léon XIV a parlé de Laudato Si, l'encyclique du pape François de 2015 qui portait sur les questions environnementales et sociales. Je crois qu'il aurait dû faire davantage le lien, en tout cas nous pouvons faire le lien, entre si on veut respecter le vivant dans son ensemble, en tout cas si on veut respecter le vivant de la biosphère, eh bien il faut penser au respect et à la célébration du vivant dans son ensemble, c'est-à-dire avant tout, comme vous reconnaîtrez mesdames et messieurs, comme condition élémentaire si on veut défendre le vivant de la biosphère et dans son ensemble, qu'il faut défendre avant tout le vivant qui est logé en chacun d'entre nous, et notamment logé dans le cœur et dans l'esprit de nos enfants. Si nous voulons défendre, comme dit Léon XIV, notre magnifique humanité, et ne pas définitivement sombrer dans le désert de nous-mêmes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre chaleureuse attention. Vous avez écouté le philosophe et écrivain Éric Sadin. Pour retrouver l'entier de la conférence et son échange avec Mathias Imbert, professeur au département des systèmes d'information de la faculté HEC de l'UNIL, rendez-vous sur le canal YouTube de l'Université de Lausanne. Vous y retrouverez toutes les autres grandes conférences de l'UNIL.